Oui, eh bien écoutez, bonjour à tous, Français donc d'Asie-Océanie. Bon, je dois vous faire une confession tout de suite, je ne suis pas très habitué au format de ce genre d'interview. Je découvre le fonctionnement. Bon, je remercie évidemment l'équipe du Bottin de Singapour, parce que je trouve vraiment leur initiative particulièrement, je vais quand même redresser mes lunettes, hein, particulièrement intéressante. Et je dois reconnaître qu'ils sont extrêmement visibles sur la toile, comme on dit. Donc moi, qui suis-je? Eh bien, je suis Francis Nizet. Et pourquoi je suis là? Parce que je suis candidat, comme 14 autres, enfin 13 autres exactement, puisqu'on est 14, candidat à l'élection législative des 4 et 18 juin prochains. Et j'insiste bien sur le 4, parce que tout à l'heure encore, j'ai répondu à des... Je dois répondre tous les soirs et tous les matins, environ 300 emails par jour. Et beaucoup de gens qui me disaient, ah ben Francis, tu as fait une erreur, c'est pas le 4, écoute, c'est le 11. Et puis ils sont sur deux, hein, ben forcément, puisqu'ils suivent certainement l'actualité nationale. Et on leur rabâche évidemment que c'est le premier tour, que c'est le 11. Non, attention, ne pas se tromper, ne pas se réveiller le lundi 5 en disant, mon Dieu, j'ai croisé hier Albert qui m'a dit qu'il sortait du bureau des urnes, j'ai raté le vote. Donc les Français de l'étranger votent le 4 juin. Et pourquoi plus tôt que les autres? Par contre, le deuxième tour, c'est le 18 juin. Pourquoi plus tôt que les autres? Ben, tout simplement pour qu'il y ait davantage de temps entre les deux tours. En France, il n'y aura qu'une seule semaine, pour les deux qui sont qualifiés entre les deux tours pour faire campagne. À l'étranger, évidemment, comme les circonscriptions sont immenses, on va en reparler, les candidats ont besoin de plus de temps. Donc, on vote le 4 juin, c'est-à-dire dans 3-4 jours, dimanche prochain. Alors, qui suis-je? Puisqu'on m'a demandé de me présenter, alors je regarde là-bas, hein, avant que vous nous posiez des questions, chers amis. Pourquoi je suis là? Bon, parce que je me présente. Je me présente sur quoi, au fait? Bien, sur une circonscription qui est la plus grande des 577 circonscriptions, puisque vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a 577 députés, que chacun de ces députés, même si ce sont des élus de la nation, c'est-à-dire des représentants qui n'ont pas de mandat impératif et qui, lorsqu'ils siègent dans l'hémicycle, votent les lois, contrôlent l'action du gouvernement, il n'en reste pas moins qu'ils sont élus au suffrage universel dans des circonscriptions. Typiquement, par exemple, la circonscription de la Creuse, il va y en avoir 3 ou 4. Et depuis 2008, mais en application depuis 2012, vous avez Français de l'étranger, on va dire 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, et également maintenant des représentants à la... alors là, j'entends des cling, cling, cling. Est-ce que ce sont des questions qui montent? Donc, j'ai pas l'impression. Donc, voilà. Donc, nous avons 11 députés à l'étranger, donc 11 circonscriptions, alors qui sont tout à fait inégales en superficie, en étendue. On me dit, oh bah tiens, la Suisse, c'est une circonscription, et puis vous... ah voilà, ça vient. Bonjour. Pouvez-vous expliquer la différence entre les 4 candidats? D'accord. Donc ça, je vais répondre. Je termine là-dessus. Pourquoi aussi grand? 40% des terres émergées, c'est immense, alors que la Suisse est une autre circonscription. En fait, le découpage, c'est constitutionnel. Ce découpage est un découpage qui se fait au nombre d'habitants, donc d'électeurs, sur les circonscriptions. Et pour avoir une circonscription de 150 000 électeurs en Asie-Océanie, il a fallu couper aussi grand. Donc, ce qui explique que cette circonscription soit assez grande. Alors, je vais peut-être quitter mon laïus parce que quelques questions arrivent. Donc, ne m'en voulez pas si je bascule. Alors, pouvez-vous... Donc, ça, c'est une question de Victor Baffet. Je ne sais pas si je peux le citer. Bonjour, pouvez-vous expliquer la différence entre les 4 candidats se revendiquant de la majorité présidentielle? Alors, moi, écoutez, je ne suis pas responsable des 4. Hein. Il y en a une que je connais, Anne Genetet, que je respecte beaucoup, évidemment. Il y a moi, même si on va apporter des nuances, et puis il y a 2 candidats que j'ai découverts. Bon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on dépose sa candidature au ministère de l'Intérieur, c'est sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles électorales sont compliquées du côté électeur, mais elles le sont encore plus du côté des candidats. Hein. Il y a un memento gros comme ça, enfin même plusieurs d'ailleurs, puisqu'il y en a un qui est appliqué aux Français de l'étranger.
Il y a un memento qui fait 200 pages. Je me souviens en 2012, puisque j'ai déjà été candidat, l'avoir lu au moins une vingtaine de fois, stabilo boss en main, et que certainement que j'avais encore laissé passer un tas de complexité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dépose nos candidatures dans une fenêtre extrêmement courte, selon des formes extrêmement, pas compliquées, mais contraignantes, du style, il faut produire pour prouver sa condition d'éligibilité. Bon, faut que j'aille plus vite parce que là, ça défile. Hein. Bon, donc pour sa condition d'éligibilité, il faut produire une attestation d'être inscrit sur une liste électorale, ou bien autre chose. Bon. Mais alors moi j'en avais produit une évidemment, mais attention, il faut que ce soit de moins d'un mois. Hein, donc si on se pointe, ce qui n'a pas été mon cas évidemment, au ministère de l'Intérieur tout content en se disant ça y est, je dépose ma candidature, et que l'attestation elle fait 1 mois et 1 jour, ben, il faut repartir à la case départ. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très contraignant. Et puis surtout, on dépose sa candidature en aveugle. Donc les 2 qu'on cite là parmi les 4, moi je les connais pas du tout, et je vous avoue les avoir découverts, comme tout le monde, parce qu'on n'est pas plus privilégié quand on est candidat, on n'est surtout pas dans l'indiscrétion de qui dépose, pas question d'aller au ministère de l'Intérieur en disant je suis le premier, est-ce qu'il y en a d'autres? Là on va vous regarder avec des gros yeux. Alors ces 2-là je ne les connais pas. Quant à Anne Genetet, donc elle, la différence entre elle et moi, c'est qu'elle est investie par le mouvement ou le parti, je ne sais pas comment on dit, En Marche. Moi je ne le suis pas. Simplement maintenant du point de vue, j'allais dire, de là où on va si on est élu, et je lui souhaite d'être élu, et puis je me souhaite éventuellement d'être élu, chacun quand même concourt pour avoir une petite chance. Sinon, en toute sincérité, la circonscription est tellement grande, c'est tellement fatigant de la parcourir, c'est tellement contraignant dans le règlement de ne pas faire de bêtises, ça coûte tellement cher, et puis disons également un petit peu d'hostilité entre les uns et les autres, les supporters des uns et des autres, même si ça se passe bien en ce moment, que se lever pour pas se dire j'essaye au moins de te qualifier, des choses comme ça, franchement c'est un peu masochiste comme on dit. Hein. Bon, alors donc Anne Genetet est investie En Marche, je n'ai jamais revendiqué cette investiture, donc c'est bien elle qui l'a. Ceci étant, nous deux, nous avons fléché nos parcours, j'allais dire, c'est-à-dire que si elle est élue, elle ira évidemment siéger du côté de la majorité dans l'hémicycle. Hein. Donc 577 divisé par 2, ça fait, sauf erreur de ma part, 288, voilà, donc il faut 289 sièges, je crois, pour qu'il y ait la majorité, puisque vous le savez, à l'Assemblée nationale, c'est le fait majoritaire qui prévaut, et quand le gouvernement qui sera présidé peut-être par Édouard Philippe ou peut-être par son successeur, je ne sais pas si le président trouvera la nécessité de, peut-être pas d'ailleurs, hein, puisque apparemment ça a l'air de fonctionner, il faudra évidemment que ce Premier ministre va peut-être renommer un nouveau gouvernement ou ne pas y toucher, on verra, peut-être que quelques personnalités vont bouger, eh bien c'est le gouvernement qui va faire ce qu'on appelle des projets de loi, qui va les soumettre à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale vont bien sûr discuter ces textes, ce qui veut quand même dire que cette majorité qui sera d'ailleurs Emmanuel Macron, ne sera pas non plus une majorité, comme on dit, de godillots. Hein. Sinon, il suffirait d'élire, j'allais dire, des machines qu'on remonte là dans le dos. Donc évidemment, chacun sa personnalité, chacun ses origines, chacun sa sensibilité. C'est pas parce qu'on est dans la majorité présidentielle, la majorité qui est derrière le projet présidentiel, qu'il n'y aura pas des débats, évidemment. Donc des débats plus ou moins longs, avec des amendements de l'opposition ou même de la majorité. Et puis donc ces lois seront votées pour que le programme justement avance. Bon, donc il est essentiel, puisque c'est la majorité qui décide, comme à l'école d'ailleurs. Hein, alors qui c'est qui veut qu'on fasse aujourd'hui, puisque c'est la fin de l'école, est-ce qu'on va faire une petite chanson? Qui c'est qui est d'accord pour faire une chanson? Levez le doigt. Qui c'est qui veut par contre qu'on fasse un dessin? C'est la majorité, c'est-à-dire la moitié plus une voix qui en décide. Donc à l'Assemblée nationale c'est pareil, c'est comme à l'école. Hein, et donc il est essentiel pour que les projets de loi passent, eh bien qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc elle et moi, Anne Genetet et moi, nous avons fléché notre parcours si nous étions élus pour que l'électeur sache, l'électeur qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir si, peut-être si vous avez une bonne tête déjà, votre parcours, hein, on présente un petit peu un CV quand on présente une circulaire, une profession de foi que certains ont peut-être déjà reçue dans leur boîte aux lettres, qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez un peu les compétences pour faire le job?
parce que mine de rien, être député, en tout cas dans l'hémicycle, sur le terrain, bon, c'est un petit peu plus, j'allais dire, des qualités humaines qu'il faut avoir, mais dans l'hémicycle, il est bien évident qu'il faut connaître la technicité. Or, on l'apprend petit à petit, hein. Moi, j'ai jamais non plus siégé dans l'hémicycle, et puis on a évidemment des assistants parlementaires, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui vous accompagnent dans la technicité et toutes les ruses qui permettent de faire passer des lois. Je pense par exemple au vote bloqué. Ah, vous voulez pas voter tel amendement, telle chose là, c'est pas grave. On va mettre tout ensemble, soit vous votez tout, soit vous votez rien. Et souvent les gens sont forcés, les députés, de suivre. Donc il y a plein de comme ça de subtilités procédurières qu'on apprend évidemment progressivement. Mais l'électeur, qu'est-ce qu'il veut savoir? Donc, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes capable de faire le job? Et puis après, où c'est que vous êtes du point de vue sensibilité, du point de vue idéologie? Est-ce que vous êtes plus sensible, par exemple, au développement durable, ou quelqu'un, vous êtes peut-être quelqu'un d'écologiste? Voilà. Mais encore plus généralement, est-ce que vous serez dans la majorité pour soutenir le projet du président, ou est-ce que vous serez dans l'opposition? Donc il est important à ce moment-là, lorsqu'on se présente, de flécher son parcours, et c'est ce que j'ai fait donc avec l'étiquette majorité présidentielle. Bon, je pense avoir répondu. Bon, en tout cas, moi, il n'y a aucune hostilité particulière. Je pars du principe que les électeurs choisissent. Hein, pour ça que moi, j'invite à ce que la campagne soit sereine. En 2012, elle était totalement. Chacun présente sa petite bafouille, chacun présente son projet. Et donc voilà pour la première question. Alors, excusez-moi, parce que je ne suis pas... Voilà. Donc après, Sophie Bognan, si je peux me permettre. Quid des comptes de campagne de Anne Génetet, qui se fait organiser des réunions... Je vous lis tout, moi je ne vais pas passer de questions, même si on m'a dit si c'est dérangeant que tu passes, moi je réponds à tout, je suis transparent. Alors bonjour Sophie, je ne sais pas si vous m'écoutez, moi j'y connais rien, hein, donc je crois comprendre que vous aussi vous m'entendez, mais vous n'êtes pas capable de me faire un coucou, donc moi je vous fais un coucou. Donc Sophie Bognan, donc quid des comptes de campagne, cela risque de mener à l'évaluation de ces comptes de campagne, ne ferait-elle pas mieux de se ranger derrière l'un des autres candidats comme vous-même? Quel message pouvez-vous faire passer en ce sens? Bon, donc moi je reviens sur l'ambiance dans la campagne, elle a été sereine en 2012, il est important que les candidats fassent une fois encore leur campagne sans trop s'occuper des uns des autres, et puis qu'on essaie d'éviter évidemment les boules puantes, tout ça. En tout cas, moi c'est mon point de vue, moi je suis quelqu'un de serein et de pas agressif. Alors sur le sujet dont j'ai évidemment également, comme beaucoup, entendu parler, puisqu'on a reçu un mail parlant de cet événement par un concurrent qu'on ne va pas citer, il y a eu effectivement à Shanghai apparemment, alors à mon avis plutôt une maladresse qui n'est pas forcément condamnable. Une fois encore, le code électoral c'est ça, et le memento, le condensé c'est ça. Donc une fois encore, on peut le dire 10, 20 fois, on peut faire des bêtises. Alors il y a eu effectivement un événement apparemment, mais moi je rentre pas du tout je suis pas là pour juger, hein, mais ce que j'en sais, peut-être que je me trompe, c'est qu'il y a eu un événement qui a été co-organisé avec des entreprises, BNP je crois, chose comme ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, bon peut-être que Sophie Bognan est trop jeune pour elle a l'air effectivement avoir une tête assez jeune, elle n'a pas vécu cette période-là, mais il y a encore 30 ans, la politique s'était financée en particulier par les entreprises. Pourquoi les entreprises vont-elles dépenser de l'argent pour financer des campagnes électorales de gens qu'elles connaissent à peine? Évidemment, parce qu'elles en tireraient des intérêts, puisque le député, une fois qu'il siège, il va peut-être passer des amendements favorables à la société. Enfin bon, il y avait un petit peu une confusion des genres, des conflits d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, hein. Attention, il y a d'autres moyens pour les entreprises d'intervenir sur les lois et sur les textes qui vont les concerner. Donc il y avait un financement tout à fait officiel, je sais pas moi, Vinci, qui s'appelait pas Vinci, je pense que c'était la Lyonnaise des Eaux, la Générale, je sais plus, allait donner, je sais pas moi, 100 000 € à un candidat pour qu'il fasse campagne. Bon, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu des scandales, le scandale des comment on appelle ça, des lycées de la région parisienne, donc ça n'allait plus, ça faisait assez mauvais genre, et je crois que c'est Édouard Balladur, que j'ai connu, moi, parce que je suis plus aussi jeune que ça, j'ai 55 ans, a décidé de taper sur la table en disant, c'est terminé, les entreprises, toutes les entités morales n'ont plus le droit de financer les campagnes électorales, entre autres, les partis non plus, pour justement éviter ces conflits d'intérêts. Et alors évidemment, les candidats se retrouvaient sans le sou. Donc la parade, ça a été tout simplement le financement public
des campagnes électorales en particulier. Donc là, les candidats que nous sommes, à condition de faire 5% au premier tour, sont remboursés jusqu'à un plafond, grossièrement, lorsqu'on compte les voyages, c'est à peu près 100 000 euros. Alors, 100 000 euros, non, je dis des bêtises. 100 000 euros, c'est le plafond à ne pas dépasser pour justement ne pas être invalidé. Mais par contre, on est remboursé que de la moitié, 47% je crois. Donc on peut, à condition de faire 5%, dépenser 47 000 euros en étant sûr d'être remboursé par l'État. Au-delà, c'est évidemment pour notre poche. Alors pour revenir à la question, là, il y a une entité donc, qui suit maintenant tout ça, elle s'appelle la alors la Commission des comptes de campagne et du financement public, donc la CNCCFP, qui est à Paris évidemment, hein, et qui va suivre tout ça, et en particulier qui va valider ou non le compte de campagne qu'on est tenu à la fin de la campagne de remettre après qu'il soit passé par le filtre d'un expert comptable. Donc vous voyez que c'est extrêmement rigoureux. Hein. L'expert comptable va vérifier que toutes les factures correspondent bien, que le compte de campagne, enfin il y a un tas de règles, etc. Et la commission va s'y pencher, et si c'est pas valide, eh bien effectivement, elle peut faire plusieurs choses, soit refuser le compte de campagne et aller plus loin, effectivement, invalider l'élection, condamner le candidat ou la candidate qui a fait des bêtises à être inéligible, 1 an, 5 ans, je crois. Ce n'est pas aussi rare que ça, puisqu'en 2012, première session des élections législatives à l'étranger, 2 candidates, une jeune fille d'origine réunionnaise en Amérique du Nord, Nassiridi, je crois, que je connaissais bien puisqu'elle était à l'Assemblée nationale, une jeune fille très souriante, et par ailleurs ma copine Daphna en Israël, toutes des gens très férus d'élections, hein, qui s'étaient fait élire plusieurs fois à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée des Français de l'étranger, pardon, et qui par ailleurs étaient des gens de l'appareil du Parti socialiste. Hein. Donc pas des gens voilà, des gens qui connaissent vraiment bien la chose électorale, se sont fait invalider. Donc elles nous ont quittés presque la larme à l'œil parce qu'elles nous aimaient bien à l'Assemblée des Français de l'étranger en disant je suis désolé, je vous laisse. Maintenant je vais à l'Assemblée nationale. Bon, on était contents pour elles, on ne pleurait pas, hein, évidemment. Et plusieurs mois plus tard, eh bien, et donc j'ai eu une conversation avec Daphna, je ne sais pas si elle me suit, je la salue en tout cas. Daphna m'a dit, écoute Francis, quand la décision du Conseil constitutionnel d'invalider l'élection est tombée, j'étais à l'Assemblée nationale, je ne vais pas dire de la seconde à l'autre parce que j'exagérerais, mais on lui a coupé son compte email. Je dis pas que dans la journée elle a dû sortir avec son petit carton, avec ses petits papiers de bureauterie, de papeterie, mais ça se passe comme ça. Donc effectivement, il y a des erreurs qu'on peut faire et qui peuvent amener à l'invalidation. Alors il y a des erreurs en fait qui ne vont pas mener à l'invalidation, c'est par exemple quand on s'est trompé. Tiens, je vais payer avec mon compte de campagne telle dépense, je sais pas, je vais acheter un bouquet de fleurs pour mettre dans ma salle de meeting. Ah, c'est pas dans la liste de ce qu'on peut financer. La commission regarde, ah là vous n'êtes pas, là c'est pas bien. Donc repayez-nous, repayez, on fait une balance. Voilà, c'est ce qu'on appelle la reformation. Donc je veux dire, toutes les erreurs qui sont faites ne mènent pas à l'invalidation. Une invalidation, c'est quand même quelque chose de grave, hein, et qui est d'ailleurs décidé par le Conseil constitutionnel. Ceci étant, effectivement, dans ces histoires-là de mélange avec les entreprises, mais aussi de dépassement du compte de campagne, du plafond du compte de campagne, par exemple de ne pas avoir nommé de mandataire financier, de ne pas avoir respecté les règles pour le compte de campagne, etc., on peut effectivement avoir une invalidation. Donc moi je ne suis pas du tout, il faudra regarder un peu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour voir s'il y a eu de tels faits. Bon voilà, donc il y a eu à mon avis une petite bêtise qui est certainement celle due à une mauvaise interprétation, connaissance des textes. Ceci étant, ils sont tellement tordus. Mais quand même ça c'est un principe quand même assez, il faut pas mélanger les entreprises dans l'affaire. Bon, je pense avoir répondu. Utilisateur, c'était après que vous ayez utilisé le compte de Madame Jetet pour faire de la polémique à son sujet. Ah non, je n'utilise pas le compte des gens. Alors, est-ce que je peux remonter sur les questions? Non, non, alors écoutez, moi au niveau de la... Je sais pas, alors, utilisateur de Facebook, donc là, je vois pas qui c'est. Mais peu importe. Une fois encore, je ne rentre pas dans la polémique. Bon, j'ai noté effectivement que sur mon réseau social, sur mon Facebook, ça c'est un peu nouveau par rapport à 2012. Il y a des gens qui interviennent plus ou moins gentiment. Mais non, je ne suis pas rentré sur un compte. Alors, avec Anne Genetet, savez-vous pourquoi M. Mariani s'est déclaré si tard candidat aux législatives?
Alors là, là encore, c'est des précisions techniques, hein. On peut se déclarer candidat à l'élection législative quand on veut. J'allais dire, même deux années avant, on a tout à fait le droit de faire une déclaration en disant je serai candidat. Bon, ça, on fait ce qu'on veut. Après, il y a la période des 1 an qui sont devenus. Je vais peut-être mettre mes lunettes parce que je suis peut-être un peu plus beau comme ça, voilà, plus sérieux en tout cas. Après, il y a la période des 1 an qui sont devenus 6 mois, qui sont l'ouverture, non pas de la campagne officielle, mais le moment à partir duquel, si l'on fait des dépenses, ce soit des dépenses qui doivent être comptabilisées dans le compte de campagne. Donc là, c'était le 1er décembre. À partir du 1er décembre, on devait ouvrir un compte de campagne si on voulait commencer à bouger. Bon, je crois que Mathias Assanté a bougé très très tôt. Donc, si je crois qu'il a commencé en septembre-octobre, je crois avoir me souvenir de recevoir ses mails à ce moment-là. Et là, jusqu'au 1er décembre, il faisait ce qu'il voulait, il allait où il voulait, il dépensait des centaines de milliers d'euros s'il le voulait, mais à partir du 1er décembre, il fallait que tous ces voyages passent sur le compte de campagne. Il y a cette période-là, et puis il y a la dernière période qui est la campagne officielle, qui se situe 3 semaines avant le scrutin. Donc là, il faut remonter, 4 juin, remonter de 3 semaines. Donc je crois que ça tournait autour du 14 mai, quelque chose comme ça, j'ai peut-être des bêtises. Où là, on est dans la campagne officielle. Alors c'est quoi la campagne officielle? C'est une période encore plus privilégiée où, par exemple, lorsqu'on va dans les circonscriptions, les ambassadeurs ou leurs services sont tenus de nous recevoir, nous prêter des salles si on en a besoin dans les lycées, les choses comme ça, les alliances. Voilà, c'est une période où vraiment on est en campagne et puis surtout on vient de déposer officiellement sa candidature au ministère de l'Intérieur. Donc Monsieur Marini, je ne sais pas comment ça s'est passé, moi je vous avoue que je ne suis pas les autres, donc là on me signale qu'il serait découverte, enfin qu'il serait, je ne sais pas sincèrement, et je vois pas en quoi c'est vraiment très intéressant. Alors, dites-leur que ça vous fait plaisir. Oui, donc il y a des gens qui viennent de partager ma vidéo. J'y comprends pas grand-chose, je vous avoue. Moi, il me semblerait qu'on le fait pour moi aussi sur mon compte. Donc, il semblerait que cette vidéo soit partagée sur d'autres comptes. Ça, c'est ma fille qui a attiré mon attention là-dessus, parce que c'est une autre génération, elle a 13 ans. Et une fois, je lui dis, tu sais, tel message que j'envoie aux gens a été partagé, je sais pas, 15 fois sur Facebook. Je lui dis, oh, c'est pas terrible. Mais elle me dit, papa, mais si, c'est terrible, parce que 15 fois, tu vois toi le premier partage, mais après, ça continue. Elle me dit, à partir de quelques dizaines, c'est viral. Donc voilà, donc il semblerait qu'on soit vu sur la planète entière. Alors, un autre utilisateur de Facebook, n'aurait-il pas été normal? Bon, alors c'est toujours la même chose. C'est la même question en fait. Mathias Assanté qui s'est retiré, moi qui me suis pas retiré. Alors j'ai précisé qu'on avait fléché, elle et moi, la même destination, opposition majorité, parce que les électeurs ont besoin de le savoir. Mathias Assanté, alors encore, voilà, donc moi je crois qu'il faut garder sa sérénité dans cette affaire. Et moi ça me plaît pas trop, je suis pas la seule victime d'ailleurs, je vois que ça se tire un petit peu dans... Voilà, il faut préciser là encore, quand on comprend pas les choses, c'est pas forcément de la perfidie. C'est tout simplement, une fois encore, on se rattache au code électoral et aux procédures, dispositions de l'action électorale. Quand on dépose sa candidature, c'est dans une certaine fenêtre très contrainte, dans certaines formes, je l'ai dit, et de la même façon, on ne retire pas sa candidature comme on veut. Là aussi, c'est dans une... La vidéo revient, tiens. Donc, si ça coupe, c'est pas de mon fait, ça sera le réseau. Je crois justement qu'Anne noté hier a eu des difficultés, ça a été coupé assez tôt. Donc si on est coupé, c'est pas de ma faute. J'ai déjà parlé 23 minutes. Mon Dieu, qu'est-ce que je parle beaucoup. Et puis après, on a imprimé ce matériel. Il faut savoir que le candidat a charge aussi d'imprimer tout son matériel de campagne. Donc les professions de foi que vous avez reçues, c'est le candidat qui les imprime et qui les envoie pas, qui les met à disposition du Quai d'Orsay, qui vérifie que c'est bien conforme avant de les envoyer. On imprime également les bulletins, on imprime encore les affiches. Donc on ne se retire pas comme ça comme on veut. Mathias Assanté a pu se retirer en amont, même si je l'avais voulu, je ne le pouvais pas. Comment financez-vous votre campagne? Alors, ça c'est Victor Baffet que je salue, je vois qu'il vient souvent sur mon Facebook. Comment finance-t-on? Je l'ai dit, il y a un plafond de financement, donc on n'a pas le droit de dépenser plus de 100 000 euros, quelque chose comme ça. Quelles sont les voies de financement? L'apport personnel du candidat. Alors, soit il a beaucoup d'argent, et dans ce cas-là, il met cet argent sur son compte de campagne. Soit il en a un petit peu moins et il peut faire des emprunts.
soit il en a encore un petit peu moins, et dans ce cas-là, il va voir ses amis, il lui dit, est-ce que tu peux pas... T'as rien, j'espère. Je vois qu'il y a 19 personnes qui me regardent. Donc je disais, on peut s'adresser à ses amis, qui ne sont pas des entités morales. Hein, donc on ne va pas voir le patron de la petite maçonnerie qui est à côté de chez soi en disant, tiens, est-ce que ton entreprise peut me faire un chèque? Non, on va voir des entités physiques qui n'ont pas le droit de donner plus que 4 600 €. Et quand elles donnent, c'est très bien pour elles, parce que si elles sont fiscalisées en France, elles récupèrent, un petit peu comme quand on finance des associations, elles récupèrent 66% sur leur impôt sur le revenu. Voilà, donc si on donne 4 600 €, mon Dieu, c'est beaucoup, mais en fait, si on peut récupérer cet argent, donc à condition d'être fiscalisé en France, on récupère 3 100 €, donc on a en fait dépensé 1 200 €. Donc c'est un financement indirect de l'État. Voilà, et puis sinon, ces personnes peuvent aussi vous prêter de l'argent, donc là, il n'y a pas de plafond, sauf le plafond total, évidemment, de la campagne. Donc voilà comment je finance. Bon, moi, en 2012, là, je ne sais pas encore où je vais, parce que je vous avoue que c'est... Alors voilà, ce qu'il faut savoir aussi dans une campagne, c'est extrêmement trépidant. Là, en ce moment, c'est les interviews. Il faut que je désigne mes 70 délégués dans les bureaux de vote. Bon, quand c'est Shanghai, Pékin, évidemment, il n'y a pas de problème. Quand c'est Minsk, j'ai pu trouver quelqu'un. Je le remercie d'ailleurs. Quand c'est Suva, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, on essaye, par ami indirect, de s'en sortir. Donc, il faut que je fasse ça, par exemple, avant jeudi midi. C'est pas gagné, donc ça me prend du temps. Donc je suis plus vraiment mes comptes. Bon, en 2012, je crois que j'avais dépensé 35 000 €. Alors attention, ce qu'on met soi-même sur son compte n'est pas remboursé, évidemment, puisque c'est de l'argent personnel. Donc voilà un petit peu. On est pour la majorité, on ne l'est pas. Si vous n'êtes pas pour la majorité, c'est un jeune éther. Bon, là, je suis désolé, c'est toujours la même question. J'ai déjà répondu. Ça, c'est encore la même question. Aussi, de vue par son petit icône qui apparaît souvent, effectivement, qui est à Hong Kong, je crois. Je ne sais pas si elle nous regarde. Vous retirez-vous en faveur du candidat le mieux placé face à Thierry Mariani? Voilà, alors ça, c'est la question qu'on m'a posée au niveau des journalistes hier. J'ai eu des interviews. Évidemment, c'est tout à fait prémédité. Je ne sais pas si on dit prémédité. Un petit peu tôt pour en parler. Passons déjà le premier tour. Et puis on verra un petit peu en fonction des résultats du premier tour. Et puis vous savez bien que la pirouette des hommes politiques férus, j'en suis pas, hein, je n'ai pas cette prétention, c'est de dire, mes chers amis, pourquoi vous me posez-vous cette question, puisque je serai au deuxième tour. Bon voilà, donc je fais la même petite pirouette, et puis on aura bien le temps, dans 3-4 jours. Connaissez-vous tous les candidats de la 11e circonscription des Français de l'étranger? Non, absolument pas. Je connais Anne Genetet, je me connais moi-même, je connais Florian Bohème par ses emails qu'il nous envoie, je connais Mathias Assanté, puisque j'ai dû dialoguer avec lui en amont avant même qu'il se retire. Le candidat Front National nous envoie des choses, mais je ne le connais pas personnellement. Je connais évidemment Thierry Mariani, personnellement et par son action, évidemment. C'est tout, je crois. Et puis il y a donc ces autres candidats. Il y en avait encore plus, attention, en 2012, je crois qu'il y en avait 19. Hein. Donc certains qui n'ont pas fait campagne, certains qui n'avaient pas de bulletin de vote, je crois. Alors on se dit, mais pourquoi se présente-t-il? Il y a deux réponses. Les petits candidats, mais ça n'a rien de péjoratif évidemment, se présentent, c'est l'histoire, vous savez, du financement des partis. Si demain vous fondez un parti, c'est assez facile d'ailleurs de fonder un parti, hein, et que vous avez besoin de financement public, il faudra que vous ayez, je crois, sauf erreur de ma part, 50 candidats qui feront 1% dans différentes circonscriptions. Donc les petits partis se disent, on va essaimer des candidats, on sait très bien qu'on n'aura même pas le moyen, ils n'auront même pas moyen, ces candidats, de faire campagne, mais si par chance on faisait 1%, parce que voilà, c'est comme ça, et qu'on le fait 50 fois, on aura du financement. Donc il se peut, parmi les 14, il y a ce genre de candidats, et puis il y a peut-être, mais ça je ne le prétends pas, hein, mais c'est arrivé en 2012, des gens qui sont candidats pour obtenir la liste électorale consulaire que les candidats peuvent obtenir dès qu'ils sont officiellement candidats dans cette fameuse période de la campagne officielle des 3 semaines, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il se peut que certains aient envie d'avoir cette liste électorale pour après peut-être en faire une utilisation commerciale. Alors, Éric Pézenas, que je salue, je suis la majorité, je soutiens un. Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat pour cette circonscription? Alors là, j'allais dire, alors, quels sont mes avantages? Une fois encore, moi je suis serein, chacun se présente aux électeurs. Je crois que le meilleur démarche qu'on puisse avoir de respect
vis-à-vis des électeurs et surtout de la démocratie. La démocratie qu'en France, on a quand même mis beaucoup de sang, de sueur et de larmes pour obtenir une démocratie qui est toujours jamais acquise. Hein. Donc j'estime que par respect pour tous ceux qui se battent depuis des centaines d'années pour qu'on ait un système relativement démocratique et relativement envié à travers le monde, même s'il y a mieux, hein, il y a certainement des démocraties plus opérationnelles ailleurs. Hein. Donc par respect pour cette démocratie, ceux qui ont donné leur vie pour cette démocratie, et donc les électeurs qui, à des moments réguliers de la vie du pays, ont à donner leur avis sur les choses, la conduite du pays, si c'est un référendum ou des élections, en choisissant leur candidat, je crois qu'il faut vraiment se présenter à eux de façon sereine, mettre en avant le mieux possible ses qualités respectives, son programme ou son positionnement, et après l'électeur décide. Moi c'est aussi simple que ça, je ne pense pas que le but des gens qui introduisent ce genre de considération, lorsqu'ils vont à un supermarché, ont envie de retrouver les supermarchés de l'époque stalinienne, où il y avait une lessive sur un rayon, un morceau de beurre sur l'autre, et n'avoir aucun choix. On est quand même très content d'aller dans une grande surface, et lorsqu'on veut chercher, je sais pas moi, un paquet de pâtes, d'avoir, je sais pas moi, 20, 30 marques différentes, celles qui cuisent 3 minutes, celles qui cuisent en 10 minutes, celles qui sont tordues comme ça. Donc l'élection, c'est un peu ça. On va me dire que c'est pas choisir des pâtes, certes, mais c'est un peu le même processus. Lorsque des candidats postulent un poste d'embauche, c'est un petit peu une élection. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à l'annonce. Alors souvent on répond, on est pris, on se dit ah, mon Dieu, ça y est, je suis pris. Non, c'est quand on arrive dans la salle d'embauche, il y a une vingtaine de personnes qui attendent dans la salle d'attente et qui font la queue. Bon, on passe devant le recruteur. Qu'est-ce qu'on fait? On donne son CV, hein, c'est-à-dire pour prouver qu'on a des compétences quand même qui peuvent faire qu'on peut postuler. Donc c'est le cas. Hein, donc c'est la profession de foi dans le cas électoral. Hein, puis petit CV qu'on donne au voilà. Alors souvent le CV est très long, donc qu'est-ce qu'on va mettre en haut du CV? Parce que le recruteur, c'est bien, il n'a pas le temps de tout lire. On va mettre une accroche. L'accroche, dans le domaine électoral, ça s'appelle l'étiquette politique. Voilà. Donc j'ai vu que dans un petit peu les échanges qu'il y a eu, c'est qu'il y a, mais les journalistes font aussi la confusion. Hein, ils confondent investiture et étiquette politique. L'étiquette politique, c'est une petite accroche qui permet de repérer, voilà. Donc j'aurais pu très bien moi être le candidat de la défense comme je dis souvent, des hannetons dorés en Mongolie. Ça c'est l'accroche, c'est l'étiquette politique. Mais effectivement, dans les médias, on le dit mal. Et puis après, certains candidats vont se présenter avec ce qu'on appelle des lettres de recommandation. Oui, vous comprenez, j'étais dans un autre endroit, une autre entreprise, et le patron de cette entreprise a jugé bon, quand je l'ai quitté, de me faire une lettre de recommandation. Eh bien, dans le domaine électoral, la lettre de recommandation, c'est l'investiture. Vous voyez? Donc moi, je trouve qu'il est tout à fait normal que dans un entretien d'embauche, il y ait des candidats qui viennent avec leur seul CV, soit parce qu'ils n'ont pas eu de lettre de recommandation, soit parce qu'ils n'ont pas jugé bon en rajouter par rapport à leur CV, peut-être parce qu'ils estiment que leur CV est pas trop mauvais, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et puis à ceux qui ont mieux, peut-être, ça s'appelle tout simplement la lettre d'investiture. Est-ce que je me suis pas perdu? Alors pourquoi je suis le meilleur candidat? Je prétends pas être le meilleur candidat, ce sont les électeurs qui vont me le dire. Enfin, qui vont nous le dire, pas moi spécialement, qui vont choisir le 4 juin, présélectionner 2 candidats parmi les 14. Si j'avais par contre à me vendre, ou à mettre quelque chose en gros justement dans mon CV, c'est déjà mon expérience de terrain, puisque ça fait depuis 2006 que je suis élu, pendant 8 ans conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger où je représentais les Français d'Asie du Nord. Donc c'est Hong Kong, c'est la Chine, c'est Taïwan, c'est la Corée, je vais en oublier, c'est le Japon, c'est la Mongolie, c'est la Corée du Nord, 10 Français je crois, j'en oublie, Macao, j'ai dû en oublier. Bon, c'était 40 000 Français. Et j'ai eu donc à les défendre aussi bien sur le terrain. Alors là, je voyageais, effectivement. Hein. Je faisais beaucoup de sauts de puce. Et puis, on avait des réunions 4 fois par an à Paris pour travailler sur les sujets plus génériques, beaucoup plus... Et avec pas mal de pouvoir. Hein. L'Assemblée des Français étrangers, c'est une petite assemblée, qui est la 4e assemblée de l'État, j'allais dire, mais moi, j'étais étonné par le pouvoir qu'on avait. En particulier, l'outil des questions écrites et orales au gouvernement ou aux administrations, où paradoxalement on nous répondait beaucoup plus vite que les sénateurs et les députés. Vous savez très bien qu'un sénateur peut poser une question et je pense que s'il y a des sénateurs en ligne ou que ça témoigneront, par exemple Jackie de Rouedi, hein, on pose une question et si on ne relance pas l'administration,
On peut très bien pas avoir de réponse au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. À l'Assemblée des Français étrangers, on avait de façon circonstanciée, donc moi je crois que c'est un outil pour moi très utile, un petit peu de pousser les administrations dans le retranchement pour faire bouger un peu les choses, mais aussi pour faire acte, c'est-à-dire pour avoir des écrits qui ont une valeur juridique quand il s'agit de faire avancer le dossier. Donc voilà, si je suis un bon candidat, c'est pour ça, c'est cette expérience de terrain et d'élu. Voilà, et puis peut-être aussi, on va mettre en avant un petit peu mon tempérament assez tenace. C'est pas du tout un plaisir malsain d'embêter le monde, hein, mais je pense être ouvert à tous, pas sectaire, absolument pas sectaire. Donc si je suis élu demain, je serai le député, présenté de tous les Français dans la circonscription, sans aucune exclusive sociale, sociologique. Dans cette circonscription, il y a des gros pôles comme Singapour, Hong Kong, Shanghai, où il y a ce qu'on appelle des CSP+, il y a des gens qui ont un certain niveau de vie, ce qu'on appelle souvent les expats, plus ou moins péjorativement. Moi, c'est pas péjoratif dans ma bouche, évidemment. Hein. Donc des gens qui ont les moyens, et puis voilà, c'est tant mieux pour eux, on aimerait bien tous être comme ça. Et puis il y a des gens beaucoup moins fortunés, et le phénomène... Alors je crois que les expats, c'est 7% hein, de la population à l'étranger. Et puis il y a des gens moins fortunés, et même le phénomène nouveau, vous le savez, c'est une certaine précarisation. Ça peut être pas seulement, mais les familles binationales, hein, il y en a beaucoup à Pékin, des gens qui par exemple perdent leur travail à l'étranger. Vous savez qu'on n'a pas de chômage cotisé à la GARP dans une société française, enfin de droit français. Donc on peut se retrouver du jour au lendemain sans travail, avec les fameux écolages à payer. Donc on peut très bien tomber dans une espèce de spirale comme ça de la paupérisation. Voilà, donc moi pas d'exclusif sociologique. Je suis le représentant des pauvres, des riches, des expats, de tout ce que vous voulez, et je sais, par mon tempérament, parler à tout le monde. Bon, j'ai par exemple dans mes soutiens des très grands patrons régionaux de très grandes entreprises françaises qui n'hésitent pas à se découvrir pour me soutenir. Et je n'ai pas de... Voilà. Je serai aussi sans exclusif du point de vue, et heureusement, j'allais dire, de l'idéologie. Et voilà, je suis le député, je n'irai pas voir, lorsque je me déplace qu'en circonscription, plus mes militants que pas mes militants. Et mieux encore, je vais m'appuyer, c'est une partie de mon projet, m'appuyer sur tous. Et dans mon action là présente, puisque je continue à travailler jusqu'au bout, hein, je suis en train de vous préparer, j'espère que j'aurai le temps, un dernier petit dossier thématique. Je pense que ça va plaire à beaucoup, parce que c'est une problématique intéressante. Donc jusqu'au 4 juin, moi je vais travailler, hein, je suis un élu, je finis mon mandat jusqu'au bout. Qu'est-ce que je disais, quand je travaille comme ça, que j'envoie beaucoup de messages, puisque certains le savent, j'envoie beaucoup de messages informatifs, j'aime bien travailler, mais faire savoir et partager. C'est essentiel, parce que les Français à l'étranger, vous le savez très bien, on ne comprend pas qui est quoi, le consul, moi on me confond souvent avec un député, est-ce qu'on a le droit, les services sociaux, les choses comme ça, on va appeler le service des impôts, évidemment ça répond pas, enfin voilà. Donc on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui ait le temps de le faire, le député ou l'élu local, pour un petit peu vous aider à retrouver votre chemin dans ce dédale. Mais quand j'envoie mes newsletters, souvent je relance des sujets qui m'ont été suggérés par les personnes que j'ai contactées. Donc ça veut dire que quand on sait prendre les gens et quand on sait se situer hors militantisme et que sais-je encore, eh bien les gens se sentent portés. Et donc moi, des gens que je sais pertinemment encarter au Parti Socialiste, peut-être au Parti Communiste, si ça existe encore, je ne sais pas, des gens beaucoup plus à droite, hein, qui me contactent, avec qui je travaille, et ce sera vraiment des marqueurs de mon action, pas d'exclusif sociologique, pas d'exclusif idéologique, et on va essayer de créer tous ensemble cette espèce de dynamique où on va justement, moi je tiens absolument à partager. Parce que le député, ce n'est pas cette entité un petit peu altière là qui siège à l'hémicycle et qui va. Je ne parle pas forcément de notre député sortant. Hein. Ne surtout pas me faire. Voilà, il faut me prendre tel que je suis directement. Il n'y a pas d'insinuation particulière. Mais moi, en tout cas, je ne serai pas une entité altière qui vient de l'Assemblée nationale et qui va comme ça aller serrer la main à l'ambassadeur, boire un coup de champagne sous les ordres de la République à l'ambassade. J'y vais. Il suffit de regarder mon Facebook pour voir que je suis constamment sous les ordres de la République, au Quai d'Orsay, au Sénat, etc. Mais c'est absolument pas pour les ordres de la République.
Je vous assure que moi, c'est même plutôt, je dirais pas une corvée, mais presque, parce que je suis pas mondain du tout, j'aime pas trop le monde, d'ailleurs, enfin le monde, j'entends l'agitation. Par contre, quand j'y vais, sous ces ordres de la République, c'est pour avoir l'information. Car qui dit action dit forcément, ça c'est un principe aussi bien même professionnel, hein, on n'agit pas si on n'a pas d'information. Voilà. Donc j'irai évidemment dans les palais de la République, dans les ambassades, pour faire le point de la situation du pays, des Français de l'étranger, voir le consul, etc. Mais je m'appuierai. Alors le meilleur exemple de cette participation citoyenne, je ne sais pas si certains ont suivi, pendant le vote au présidentiel, j'avais monté une petite équipe de 3-4 jeunes bénévoles tout à fait. Alors quand on est jeune, on est toujours dynamique, enthousiaste, hein, et et ça a très bien marché puisqu'on a eu à peu près 3000 sollicitations de gens qui ne savaient pas s'ils étaient sur les listes électorales. Comme on en disposait, on a pu leur dire. On a pu aussi là j'étais même en direct d'ailleurs, hein, puisque certains faisaient la queue pendant 3 heures, arrivaient à l'urne, non, vous n'êtes pas inscrit. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On nous appelait, on disait, il y a l'article machin, vous demandez au consul, qui n'était pas forcément renseigné, de vous sortir un petit papier, il envoie le fax au tribunal d'instance, et certains ont pu voter sur place. Ça, c'est le premier exemple. Puis, le deuxième exemple, très récemment, on a monté la même petite équipe citoyenne, sans aucune apparence, on ne s'occupe pas de savoir si vous votez ci, votez ça. On était 3, là, en toute sincérité, dont un avocat fiscaliste très sympa qui s'est mis à disposition pour faire un petit peu également d'accompagnement pour les déclarations d'impôts. Alors j'ai la chance aussi, ça aussi c'est une de mes marques de fabrique, c'est comme je suis relativement sympa et transparent, beaucoup de hauts fonctionnaires des administrations font confiance, hein, parce qu'il suffit pas de connaître le milieu politique, il faut aussi connaître le milieu administratif. Et c'est souvent lui qui fait ce que j'appelle souvent la politique de l'édredon. Hein, monsieur, j'aimerais bien ça. Oui, mais bien sûr, cher ami, il n'y a aucun problème. Et 6 mois plus tard, c'est toujours cher ami, il n'y a aucun problème. Donc, il faut savoir un petit peu, j'allais dire, commercer au sens propre du terme avec les administrations. Et donc, on a fait ce petit consulting fiscal. Et comme j'ai de bonnes relations, en particulier avec le service des impôts à Noisy-le-Grand, là où je vais de temps en temps quand je suis en France, même pendant les vacances, pour défendre un certain nombre de dossiers de gens qui me les envoient. Donc on était en relation presque en temps réel avec cette administration, et je pense qu'on a accompagné pas mal de gens également. Hein. Alors, je parle beaucoup et j'aurai certainement des questions. Donc sur votre page FAQ, vous avez départé, commentaires sur les acteurs, ne pas commenter. Non, alors j'ai pas du tout enlevé des utilisateurs, il y a certainement 2-3 utilisateurs qui viennent pas du tout de façon positive. Moi je vais chez personne. Et là, c'était plutôt orienté, donc je les ai enlevés parce que ça commençait à devenir ces échanges. Donc, c'est pas du tout parce que je suis quelqu'un d'autoritaire et de méchant. Alors, merci Florence de vos remarques bienveillantes. Et la démocratie, je sais pas ce que c'est. Nous aussi à Singapour, nous avons fait ce travail vis-à-vis des rentiers non inscrits. Oh ben j'ai pas dit une fois encore que je suis le plus beau, le plus merveilleux, et tout ce qui n'est pas moi ne fait pas de bonnes choses, hein, du tout. Hein, je sais pas. Faut vraiment pas me prêter de mauvaises intentions, peut-être parce que je suis mal connu. C'est vrai que j'écris beaucoup, je ferais peut-être mieux de me faire un petit peu ces exercices. Non, il y a certainement, évidemment, dans d'autres endroits et d'autres élus, des gens qui ont fait le même travail. Hein. Je ne prétends pas du tout des commentaires. Messieurs, dames, peut-on avoir un débat démocratique? Voilà, alors on me dit, est-ce qu'on peut avoir un débat? Moi, je crois que ce serait bien, effectivement. Hein. Donc, je me tourne vers les candidats principaux. Alors, c'est pas péjoratif pour les autres, mais ceux qu'on connaît, parce qu'on ne les connaît pas tous. Et puis, voilà, ceux qui sont relativement identifiés, il y en a 4, 5. Alors, si je dis 5 et j'en oublie un, je ne veux pas faire de... il est toujours possible de cette façon-là. Techniquement, je ne sais pas si on peut tous se mettre sur la même fenêtre, mais on peut très bien, effectivement, dans les derniers jours de cette campagne, et je crois que le public, enfin les électeurs seraient tout à fait friands, faire un débat, effectivement. Alors là, je ne saurais pas vous dire sur quel support technique, mais moi, en tout cas, je suis tout à fait disposé à débattre, sur tout sujet d'ailleurs, hein. Alors sauf évidemment si ce sont des sujets volontairement polémiques ou qu'il y ait de l'invective ou quoi que ce soit, hein, mais aussi bien sur les sujets de fond en ce qui concerne l'action de terrain, sur le positionnement politique à l'Assemblée nationale qui on défend, etc. Voilà, moi ça me plaît. Donc je lance un appel presque solennel à Anne Gentet, à Thierry Mariani, à Florian Bohème, aux candidats, on va pas faire d'exclusive évidemment, c'est pas du tout mon genre. Je dis aussi quelque chose qui va choquer parce que les gens l'interprètent toujours très mal.
Je suis tellement peu sectaire que j'écoute, je lis, je rencontre et je parle avec tout le monde. Je précise ce que je dis là, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, parce que j'estime que tout le monde a quelque chose à dire et que même si on n'est pas du tout de ce bord-là, sur les 100 choses qui vont être dites, ben, il y aura peut-être une chose qui sera utile et qu'il faut travailler. Et que de toute façon, le débat, c'est justement la marque de la démocratie. Donc pourquoi pas évidemment le candidat du Front National, et puis j'en oublie certainement l'UPR aussi qui intervenait hier. Donc j'invite solennellement ceux qui le désirent. En tout cas, moi je suis tout à fait disposé à répondre également à ces questions. Là, pourquoi Francis c'est toujours les mêmes questions. Alors, Mathias, que je salue, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup Mathias, je ne le dis pas du tout par flatterie, hein, mais je trouve que c'est quelqu'un de très pur, peut-être trop pur d'ailleurs pour rentrer dans ce panier de crabes, mais quelqu'un qui a fait une belle campagne de façon volontaire, qui est allé, qui a fait beaucoup de trajets aussi, qui a financé sa campagne, donc je salue Mathias. Je ne sais pas s'il me voit. Alors, bonjour Francis, quelle est votre position sur la CSG-CRDS? Merci pour une réponse claire, je la poserai à chaque candidat. Alors, très modestement, alors là vous allez sursauter, je suis le monsieur CSG-CRDS. C'est pas moi qui ai tout fait. Une fois encore, je suis pas quelqu'un de vantard. Par contre, je suis quand même de formation ingénieur, mais aussi enseignant. Hein, je suis professeur agrégé de physique. J'ai su compiler tout ce que faisaient les autres. J'ai su aussi travailler avec les deux assistantes parlementaires du sénateur Del Picchia, dont une qui est docteur en droit public et l'autre en droit fiscal. Bon, donc j'avais quand même des bons alliés. Et certains d'entre vous ont dû recevoir. J'ai envoyé donc 3 ou 4 messages qui ont été jugés très pertinents sur. Alors c'est pas moi qui faisais, mais c'est moi qui accompagnais. Et c'est pas moi toujours qui pondais les documents. Je suis pas omniscient, mais on a envoyé des documents. Alors mes messages partent. Quand j'envoie un message, peut-être que vous recevez, il est reçu environ, enfin il est lu par 70 000 personnes. Il y a des fâcheux qui se disent ah c'est encore ce Nizet, donc on le supprime. À peu près 100 personnes à chaque coup, moins d'1%. Et le plus significatif, il y a à peu près 20 000 personnes qui le forwardent, parce que je peux voir ça sur ma. Donc c'est ah c'est pertinent, faut que ça se sache. Mais on ne sait pas où ça va. Si bien que des fois ça part en Uruguay, en Chili. Donc un jour il y a quelqu'un du Chili qui me dit ah la CSG, CRDS. Bon je dis écoutez cher ami, vous êtes bien gentil, mais bon moi je peux pas quand même être partout. En toute modestie, j'ai fait du bon travail sur la CSG, CRDS, qui est un domaine extrêmement serré. Le droit électoral c'est compliqué, le droit fiscal, je vais même vous dire quand vous allez au centre de Noisy-le-Grand, souvent, je dis pas que vous en savez plus qu'eux, mais ils savent pas toujours exactement tout de suite en tout cas. Hein. Je suis allé les voir récemment sur la fiscalité des valeurs mobilières, ce qui sera un de mes travaux dossiers prochains. Ils savaient pas tout, j'aurais posé des questions justement sur la TVA. Là. Même la spécialiste de la TVA, parfois hésitait sur mes questions. Donc la CSG-CRDS, quelle est ma position évidemment? C'est de la supprimer. Elle a été supprimée suite à des recours pour les Français de l'Europe. Ce n'est pas encore le cas pour les Français hors Union européenne. Je l'ai dit et je me ne tromperai pas, alors je serai peut-être plus là parmi vous pour le confirmer, mais évidemment, la discrimination va être levée. Il y a un recours là au niveau de la Commission européenne qui va mener, alors ça va être long, parce qu'il faut à peu près 1 an pour que la Commission, même plus, c'est pas la Commission, c'est la Cour européenne de justice, et après, elle intime au gouvernement français, comme ça s'est passé pour ceux qui sont en Europe, elle intime de revoir le droit, etc., de changer les textes. Bon, c'est 1 an et demi, 2 ans. Ceux qui auront fait des recours selon mes conseils, selon le format de mes conseils, auront le bénéfice d'avoir pris acte. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'auront pas fait, peut-être qu'il va y avoir une mesure, écoutez, tout le monde y passe, à condition que vous nous donniez les documents, mais je suis évidemment pour cette suppression. Pourquoi? Mais parce que le Français de l'étranger a quand même bien le droit d'avoir un petit pied-à-terre en France, pour y retourner pendant les vacances, pour y retourner définitivement, pour y laisser un de ses enfants aux études supérieures, ou pour tout simplement investir. Je crois quand même que les Français de l'étranger ont le droit d'investir dans leur pays. C'est d'autant plus vrai que vous savez qu'il y a eu quelques conventions léonines en 2008, je crois, avec l'Arabie Saoudite, j'espère pas dire de bêtises, et surtout le Qatar, où il y a eu donc une totale exemption pour les investisseurs qataris et d'Arabie Saoudite, j'espère pas dire des bêtises sur l'Arabie Saoudite, où ces gens-là pouvaient acheter des beaux monuments de Paris. Hein, pendant un moment, l'hôtel de la Marine a failli passer à la casserole, j'allais dire, et ne payaient pas d'impôts sur, enfin d'impôts, hein, donc plus-value CSG comprise, hein, sur les plus-values.
ce qui a permis à certains Qataris de faire très belles opérations, en particulier l'hôtel Kléber, où les gens comme moi à l'Assemblée des Français de l'étranger siégeaient. Et un jour, on nous a dit, il faut aller ailleurs, donc dans un bâtiment de la SNCF, près de la tour de Tokyo, là, enfin de la tour Eiffel, le palais de Tokyo. Oui, parce qu'on le vendait à des Qataris qui ont fait une très belle plus-value, et maintenant c'est devenu le fameux hôtel chinois, là, je crois, le Peninsula. Voilà. Donc c'est quand même paradoxal que l'État français permette à des investisseurs étrangers de faire de très belles plus-values et donc d'attirer des investisseurs français, et que le français qui a envie d'un petit peu d'investir dans la pierre, pourquoi pas dans son pays, hein, c'est quand même son droit, soit à ce point pénalisé. Donc Mathias, ma réponse évidemment, mais c'est celle de tous les candidats, c'est qu'évidemment il faut la supprimer. Et de toute façon, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'actions parce que le mécanisme qui est enclenché va mener naturellement, sans action extérieure, à de toute façon une suppression et un remboursement hors discrimination. Moi, j'étais tout content là. Je vous cache pas que j'étais devant la Cour constitutionnelle, enfin le Conseil constitutionnel il y a 3 mois. C'était au moment de l'Assemblée des Français de l'étranger en mars là. J'étais devant à 18h pour entendre justement le rendu du recours qui avait été fait sur la discrimination. Alors en fait, je faisais ça un petit peu pour la parade parce que c'était pas rendu physiquement, c'était un communiqué, mais je le savais. Hein. Bon, j'ai dit, écoutez, on voit, puisque la politique, c'est un petit peu aussi le symbole et la com, disons-le clairement. Donc j'y suis allé pour rien et je suis reparti un petit peu déçu puisque le Conseil constitutionnel n'y a pas vu une discrimination. Bon, je sais pas, comment dire, étudier la vie, mais on m'a dit que c'était normal et qu'on s'y attendait. Par contre, voilà. Bon, alors, et ceux qui ne sont pas des... Alors, Guillaume, envoyez-moi mes posts. Hein. Monsieur Nizet, nous avons eu un petit échange sur la manif pour tous. Alors, la manif pour tous, ma position sur le mariage gay et les autres choses. Je ne cache rien, évidemment. Si le député n'est pas transparent, autant qu'il fasse autre chose et ce qu'il se mette, par exemple, dans la diplomatie ou dans les services secrets. Évidemment, par définition, un député doit être transparent sur ses positions, sans non plus trop en rajouter sur l'importance de ses positions, tant qu'elles ne sont pas extrêmes. Puis vous savez aussi dans une vie qui prétend ne pas avoir changé d'idée, d'avis, de position, parfois même de parti, ou que sais-je encore. Hein, heureusement qu'on change un petit peu et par exemple, qu'on apprend, hein, tout simplement. Hein. La vie, c'est un tas d'expériences. Et moi, par exemple, j'étais peut-être un petit peu plus cassant quand j'avais pas ma petite fille que maintenant que j'ai ma fille. Hein. Donc voilà. Donc ma position est très claire. Le mariage gay. Alors je sais pas comment il faut dire. Il faut pas que je dise non plus des choses qui ne sont pas dans les clous. J'ai absolument rien contre. Ça a été voté. C'est maintenant bouclé. Il n'y a aucun problème. Il n'est pas question évidemment de revenir dessus, de refaire une guerre dans l'autre sens, j'allais dire. Moi, par contre, je suis beaucoup plus réservé. Je crois que c'est la position du président Macron sur la GPA, la gestion pour autrui. En tout cas, je suis réservé, mais je ne vais pas dire en tout cas. Et en tout cas, s'il fallait avancer sur la chose, ce que moi, il ne me semble pas souhaitable dans l'état de la connaissance aussi des dossiers, parce que vous savez, quand on est député, on vous demande des avis sur tout. Là, on m'a demandé un avis sur l'avancée de l'islam en Asie du Sud-Est. J'ai dit, écoutez, désolé, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai pas d'avis là-dessus, je connais pas le dossier. Taïwan Mag vient me demander quel était mon avis sur le fait que les instances de l'ONU ne veuillent pas que Taïwan. J'ai dit, je connais pas le dossier, donc je vais pas faire le malin, je vais pas répondre à côté de la question, je ne sais pas. Hein. Donc, dans l'état de mes connaissances personnelles, je suis opposé à la GPA parce que c'est pour moi un début de une marchandisation j'allais dire de l'être humain. Voilà ma position. Donc, s'il y a eu des choses qui traînaient, on m'a dit vous avez signé un truc et machin. Faut aussi savoir là, en ce moment, par exemple, quand on est en campagne, vous recevez des trucs. J'ai reçu un truc aujourd'hui sur la vivisection. Alors vous répondez machin, bling bling bling, la chose est enclenchée, puis vous voilà un partisan de la vivisection. Donc, indépendamment de tout ce qu'on peut me citer, je sais qu'on m'a cité ça. Ma position de toujours, c'est celle-là sur le mariage gay. Maintenant, sur la GPA, je dis clairement, je pense que c'est la position d'Emmanuel Macron, je suis opposé à la GPA. Alors, merci pour cette réponse claire. À votre service, Mathias Assante di Ponzio. Un beau nom d'ailleurs. J'aime beaucoup l'Italie et ça me fait rêver quand je lis des... Alors, le Qatar, Cédric, arrêtez SVP. Ah oui, parce que les autres voient les commentaires, d'accord. Monsieur Nizet, vous donnez l'image d'un homme très honnête, droit, équilibré. Je pense que les Français gagneraient à avoir plus. Ah ben si, écoutez, c'est Sophie Bonian qui me voyait, mais que je ne vois pas. C'est gentil.
Je vais peut-être rougir un petit peu. J'aurais dû mettre un peu de fond de teint. Ben, j'essaye. Ben, vous savez, après, c'est la constitution de chacun. Hein. Enfin, quand vous dites très honnête, droit, équilibré, c'est la perception que vous avez. Je pense qu'on a tous une zone d'ombre. Hein. Peut-être que moi, j'ai des petites manies que je ne connais pas moi-même. Mais j'essaye de l'être parce que dans l'action, moi, vous savez, moi, ce qui compte, c'est l'action. Alors, moi, je suis un peu un maniaque, c'est vrai. Je prends un dossier et il faut qu'il arrive jusqu'au bout. Je vais prendre un exemple, le permis de conduire. Le permis de conduire français n'est toujours pas reconnu en Chine. Ça fait 10-20 ans. C'était d'autant plus énervant que les Belges avaient réussi à avoir une convention bilatérale pour que leur permis soit reconnu. Alors je regarde que je dépasse pas, j'ai encore 5 minutes hein, pour respecter un peu l'égalité. Bon, j'ai décidé de me mettre sur le dossier, j'ai enquiquiné tout le monde, les ambassadeurs, les présidents de la République quand ils venaient, je les interpellais, et la meilleure façon c'est d'écrire une lettre et de la rendre publique. Si l'ambassadeur veut pas trop avancer, c'est de lui écrire une lettre et de la rendre publique. En toute courtoisie évidemment, hein, il n'est pas question d'être discourtois, et de se dire, moi, je veux que les Français aient le permis de conduire français reconnu. C'est d'autant plus inégalitaire que les Chinois, lorsqu'ils viennent en France, en tout cas pendant la première année de leur séjour, avaient la totale possibilité d'échange. Alors, ça a été très long et très complexe, parce que la question du permis de conduire est gérée par 2 ministères en France, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Donc chacun, vous avez les gardes de chapelle typiquement françaises. Donc quand l'un était d'accord, l'autre était plus d'accord, voilà. Il a fallu se battre au niveau chinois aussi, parce que j'ai quand même des amis chinois d'un bon niveau, même très près du gouvernement, enfin plutôt près du parti communiste. En Chine, c'est pas la peine d'avoir des relations avec les ministres, il faut avoir des relations avec le parti communiste chinois. Bon, j'en ai quelques-unes. On a bougé tout ça, et très récemment, donc c'était en février, je crois, M. Cazeneuve a signé l'accord qui va mener bientôt, alors là on attend, tout le monde me pose la question, donc s'il y en a qui nous écoutent de Chine, on attend l'accord intergouvernemental. J'ai fait une erreur moi en fait, vous voyez, je sais pas tout, hein. Je croyais qu'il fallait une ratification comme beaucoup de conventions bilatérales par, par le Parlement. En fait, dans ce cas-là, dans ces reconnaissances de permis là, c'est un accord intergouvernemental qui va bientôt arriver, mais vous pensez bien qu'en période électorale, les gouvernements n'ont pas vraiment le temps à ça. Et dans trois mois après voilà, donc je suis content. Voilà, le plaisir que je prends en politique, c'est pas d'aller sous les ordres de la République, faire des mondanités, c'est pas les petits sous qu'on me donne, parce que je vais faire des propositions dans quelques jours là pour que justement gagner moins dans ma poche, mais avoir plus de moyens pour les assistants parlementaires, parce que il faut plus d'assistants parlementaires et qu'ils aient plus de moyens pour travailler. Donc c'est pas les ordres de la République, c'est pas les mondanités, c'est pas le pouvoir, j'ai pas besoin de pouvoir. Moi je suis très bien dans mon coin avec un bon livre, un bon classique ou une bonne musique classique. Le seul plaisir que je prends, je vous le confesse, c'est de prendre un dossier et d'arriver à sa réalisation. Voilà. Quand je vais en circonscription, je vais souvent aussi visiter les petites écoles flammes, hein, ces petites écoles du samedi qui permettent à des Français qui n'ont pas les moyens de se payer l'école française, de quand même rester en contact. C'est surtout vrai pour les écoles binationales. Bon, j'étais un petit peu, je ne sais pas si Laurent Suret nous suit ou d'autres qui me connaissent, un petit peu le moteur de pas mal d'écoles flammes en Chine, en Taïwan, etc. Alors, c'est pas moi qui faisais du tout. Ce sont des bénévoles. Et il faut saluer leur action, parce que les Français sont toujours prêts à se mettre à disposition. Par contre, c'est moi qui initiais et surtout qui faisais connaître, parce que ce dispositif est mal, je cherche le terme, mal vulgarisé. Donc j'ai aidé à donner les éléments, à mettre en relation avec Paris. Et quand on va visiter des petites écoles flammes et qu'on voit toutes ces petites têtes de toutes les couleurs, de petits enfants de 4-5 ans, tout contents et qu'on les entend. Alors j'ai inauguré par exemple le flamme avec, comment il s'appelle, Laurent Fabius à Ulaanbaatar. Et quand on voit tous ces petits enfants mongols, parce que la Mongolie est très francophile, chanter la Marseillaise devant monsieur et madame Fabius dans une toute petite salle, parce que c'est une petite école, c'est le seul plaisir que je prends, moi en tout cas, si je me dis, t'as lancé ça, t'as pas fait grand chose, mais au moins t'as contribué, et puis voilà le résultat. Donc c'est un petit peu mon seul plaisir, mon seul, comment on peut appeler ça, ma drogue en fait, hein, d'élu. Et c'est pour ça que je veux continuer avec vous. Alors pourquoi je vais être député alors que je suis déjà élu? Simplement parce que j'aurai de meilleurs moyens en termes d'exercice de mon mandat, voilà. Ça me permettra donc d'être beaucoup plus efficace. Pour l'instant, je gagne 350 € par mois pour bouger, etc. Bon, ceux qui estiment que je fais un bon travail avec 350 € par mois, eh bien, peuvent se dire que j'ai encore du jus, voilà, comme vous le voyez,
je vis encore un peu près, je vais beaucoup bouger et qu'on va faire du très très grand travail sur cette circonscription, les conventions bilatérales, les permis de conduire, le réseau des hôpitaux en tiers payant, puisque la CFE est en train de lancer un grand projet pour que tous les Français aient pas trop loin de chez eux un hôpital vers lequel ils pourront courir et qui seront pris sans avoir à sortir comme en Chine 3 000, 4 000 euros, sinon vous restez dehors. Donc on est en train de travailler, enfin c'est pas moi qui travaille, la CFE, mais je serai forcément un accompagnateur de la... Bon, là je vois qu'il est 1 heure, donc par souci de démocratie, de respect de mes candidats, je vais vous quitter. Vous étiez donc 13 à la fin, donc il y a un peu certains qui ont abandonné. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, j'en suis vraiment désolé. Comme je vois que c'est super ce truc-là, je vais peut-être en faire pour moi, et je les posterai tout seul, vous ne serez pas là, mais aussi je peux le faire personnellement. Donc je vous remercie de votre écoute. Je remercie l'équipe du Bottin de Singapour, franchement, dont l'initiative m'a beaucoup ému, parce que en très peu de temps, ils sont venus extrêmement visibles. Donc je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas que le vote, ce n'est pas le 11 comme en France, c'est le 4 juin, et si éventuellement vous voulez porter un petit bulletin Francis Nizet, Françoise Nedelec, faut pas l'oublier, ma suppléante, dans l'urne, j'en serai ravi et je vous en remercie. Et si vous le faites, vous pouvez être sûr qu'en retour, vous aurez sur le terrain quelqu'un tout près de vous qui va faire un super job, et à l'Assemblée nationale, qui va être sur les rangs de la majorité, parce que le président Macron a décidé de faire une initiative de rassemblement. Je suis un gaulliste de toujours. La situation de commande, je ne vais pas vous refaire ma profession de foi. J'aime beaucoup aussi son initiative de moralisation de la vie publique. Ça ne peut plus durer comme ça. Et il va s'y mettre là, je crois que c'est dans 1 semaine. C'est aussi un pragmatique. Donc pour ces 3 raisons-là, je serai dans la majorité pour défendre son action. Pas tout seul sur les bancs, puisqu'il y aura d'autres élus socialistes, il y aura d'autres élus de l'UMP, enfin du LR, il y aura des élus d'En Marche. Donc il faut bien comprendre ça. La majorité, c'est pas seulement En Marche. C'est très bien que ce soit En Marche, puisque c'est ce mouvement-là, évidemment, par son dynamisme, qui a porté M. Macron à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République. Donc sans eux, il n'y avait rien. Mais il n'est pas souhaitable qu'on retourne dans une dynamique de parti. Il faut qu'il y ait une majorité d'En Marche, évidemment, dans cette majorité. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens comme moi de toute sensibilité, parce que c'est justement le moment où il faut s'engager tous ensemble. Voilà, je vous remercie. Où que vous soyez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, avec le décalage horaire. À très bientôt.